au bout du compte? Alors, au début de votre campagne, l'une des spécificités de votre approche était d'allier, pour reprendre ce terme qui vous est cher, le libéralisme économique et le libéralisme sociétal. Sauf qu'on a l'impression qu'en cours de route, un des aspects de cet alliage s'est un peu perdu. On va essayer d'expliquer et de voir lequel. Prenons un exemple, on pourrait le décliner sur différents sujets, mais prenons un exemple. Vous avez commencé votre campagne un peu à la manière d'un Justin Trudeau à la française, le Premier ministre canadien, par exemple, en parlant des accommodements raisonnables qu'on pourrait faire sur la laïcité. C'était ici même à Mediapart que vous en avez parlé. En meeting à Lyon, le 4 février, vous avez dit « Il n'y a pas une culture française. La France est diverse et multiple ». Et patatras, 2 mois plus tard, vous faites un entretien à Causeur, donc ce magazine Causeur, et là vous dites que la France n'a jamais été et ne sera jamais une nation multiculturelle. Alors là, on ne comprend plus rien, donc on voudrait juste savoir s'il faut croire l'Emmanuel Macron du début de la campagne ou celui de la dernière version. Il n'a pas changé. Là, vous vous esquivez, là. Non, mais là, parce qu'on a bien lu Causeur, qui est un magazine néoconservateur, en l'occurrence. Oui, mais moi, donc on a bien vu leur tonalité. Je parle à tout le monde. Non, mais on parle de ce que vous avez dit. Non, mais j'assume totalement. On peut tout à fait assumer de dire que la culture française n'est pas univoque. C'est ce que j'ai constamment défendu, que j'assume qui a causé beaucoup de problèmes chez certains, et de dire dans le même temps que la société française n'est pas multiculturelle. Parce que le multiculturalisme, on sait bien ce que ça apporte, c'est une notion beaucoup plus précise. Elle a été portée justement... Qui est très débattue par les universitaires. Oui, mais le multiculturalisme... Vous en faites un synonyme, en gros, de communautarisme, ce qui est très débattu et très contesté. Oui, simplement... Donc du coup, non mais, parce que si vous me permettez, je vous réponds. Oui. Vous ne trouverez aucune déclaration disant que je crois que la société française est multiculturelle ou que je suis multiculturaliste. Aucune. Donc je fais cette clarification à Causeur. Pourquoi ? Parce que justement, du fait de dire « je reconnais la diversité dans la République », et ça c'est le discours que j'ai tenu ici, que j'assume totalement. Totalement. Et c'est le point que je fais sur la culture. Je dis la culture française, en quelque sorte un fleuve, et il a de multiples affluents. Il n'y a pas une culture unique. Parce que je réagissais en cela à un argument qui était posé par François Fillon, que reprend d'ailleurs aussi Marine Le Pen, qui était de dire « il y a un art français ». Comme s'il y avait la définition d'une structure monolithique. Et c'est tout le débat qu'il y a derrière la notion d'identité française, dans laquelle je ne me retrouve pas. Et je tiens d'ailleurs au discours de Montpellier des éléments forts là-dessus, en disant c'est pas un monolithe, la France, c'est pas une identité figée ou fermée, c'est pas une culture prédéfinie. Il y a une culture française, notre culture, mais elle est faite de multiples affluents, d'une diversité que je reconnais. C'est d'ailleurs une culture bien souvent de mécréants, c'est pour ça que juste après je vais à Villers-Cotterêts pour célébrer Alexandre Dumas, fils d'esclaves et mulâtres, et je célèbre la culture de la créolité dans la République parce qu'il y a cette diversité qui a des éléments qui la structurent et qui la cimentent, dont la langue française, qui est d'ailleurs ce qui est le socle de notre pays, ce qui est unique quasiment au monde. Villers-Cotterêts, c'est là que la France se construit. Donc il y a une langue, il y a une culture, mais qui se nourrit de tout cela. Mais parce que la notion de multiculturalisme est une notion beaucoup plus structuré, figé, que le fait de reconnaître la diversité dans la culture française, je clarifie en disant le multiculturalisme tel qu'il est défini, par exemple par Taylor ou d'autres penseurs du multiculturalisme tel qu'il est pratiqué au Canada, je ne suis pas un défenseur de celui-ci dans le cas français. Et je ne l'ai jamais défendu. Donc c'est compliqué, mais je dis la même chose et je revendique cette complexité parce que c'est celle de notre société. Je veux qu'il y ait cette multitude, cette diversité, mais je ne veux pas d'une communauté juive qui vive à part, d'une communauté musulmane qui vive à part, d'une communauté créole qui vive à part, et qui se dit, on s'arrange, on a des points de friction, mais nous sommes avant tout des communautés. Je veux qu'ils se sentent d'abord comme un peuple un. J'entends bien la subtilité, vous avez raison d'introduire, même si, encore une fois, la notion de multiculturalisme est assez débattue entre les universitaires. Mais dans un débat politique en France, jamais vous n'arriverez à faire comprendre ça. Mais quand vous parlez à Causeur et que vous dites que la France n'est pas multiculturelle, je peux vous assurer que ce qui est entendu par les électeurs, par les Français, c'est la France est uniforme. Donc on a l'impression que vous vous contredisez complètement. Mais je dis de la même... Mais pardon, je dis également à Montpellier et à Lyon que la France n'est pas un pays multiculturaliste. C'est d'ailleurs, ça fait partie de mes en même temps.
Je dis, je crois à une culture diverse, etc. Mais en même temps, nous ne sommes pas J'entends des multiculturels. En même temps c'est le moment en même temps Vous dites c'est compliqué de faire entendre ça dans un débat en France. Mais parce que le compliqué. sujet du multiculturalisme On est peut connoté. aussi avoir des audaces et avoir des. Oui, allez-y. L'audace du libéralisme, vous avez bien aidé à faire gagner. Donc, Non, je parle pas non, de mais ça, je parle de la arrêtez, il faut question être sérieux. multiculturelle. Parce que vous réveillez des peurs. Vous réveillez des peurs. Dans un moment d'extrême tension, réveiller ces peurs, c'est contre-productif. Donc si vous voulez défendre la diversité dans la République, faites tout, mais n'utilisez pas le mot Emmanuel multiculturalisme dans son acceptation On maximale. peut vous renvoyer, réveiller des peurs. Vous pouvez vous dire aussi, et je pense que Karine voulait poursuivre aussi sur ce thème, c'est qu'à l'inverse, aujourd'hui, dans le discours politique dominant, toute une partie de notre peuple a l'impression qu'on lui parle d'un autre monde que celui qu'il est. Vous ne pouvez pas me dire ça. Non, moi. mais par rapport aux peurs, je vous réponds encore une fois, ne prenez pas les choses personnelles. Si vous êtes président, ce ne sera pas personnel. Non, mais on est d'accord. D'accord. On est en débat. Donc c'est pas. Non, c'est pas. Non, j'essaie prendrai de vous toujours dire les choses personnelles, les peurs. C'est aussi tous ceux qui se disent, mais voilà, il y a un discours français officiel, politique, à gauche et à droite, qui n'est pas ce que nous sommes. Ce n'est pas la France telle qu'elle est, telle qu'elle vit, telle qu'elle travaille. Vous le voyez dans le monde politique, vous le voyez dans le monde médiatique, vous le voyez y compris dans les normes qui s'avancent. Vous le voyez même dans ce débat d'entre-deux tours où des gens, dans le nini, oublient qui seraient les premières victimes d'un pouvoir discriminant, Mais je partage etc. tout à fait ça. Donc, C'est pour ça que je donc revendique. les peurs, il y a ces peurs-là. Mais Ceux-là je suis d'accord, c'est pour ça que je revendique la défense de cette diversité et justement de cette richesse de notre culture, mais que je ne veux pas m'enfermer, y compris d'ailleurs sur le plan normatif dans le multiculturalisme, et que je ne l'ai jamais défendu. Un, parce que je ne veux pas réveiller les peurs les plus identitaires, parce que c'est contre-productif pour m'aider à amener des gens vers un schéma plus ouvert, et parce que je ne veux pas ça pour la société. Je ne veux pas qu'on construise un multiculturalisme à l'anglo-saxonne, parce que je pense qu'il est moins pacifié que ce qu'on peut faire en France avec la laïcité, avec une vraie diversité assumée dans la République. Karine, sur les quartiers populaires. Oui, justement, je voulais vous parler des propositions que vous pourriez faire en matière de lutte contre les discriminations. Parce que si on regarde ce qui s'est passé dans les quartiers populaires au premier tour de l'élection présidentielle, beaucoup se sont abstenus, un peu plus que la moyenne nationale. Beaucoup aussi ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Je prends un exemple, pas complètement au hasard. Je suis allée voir Sarcelles. Là, vous avez fait un déplacement. Jean-Luc Mélenchon a obtenu 30% des voix. Bon, tous les habitants qui vivent dans ces quartiers sont soumis au racisme, à un racisme quotidien. Donc pour eux, l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, c'est, d'après les témoignages qui ont pu m'être faits, c'est le retour des ratonnades. Donc ils s'en prendraient, ils seraient les premiers à vivre directement les violences du Front National si elle accédait au pouvoir. Pour autant, beaucoup hésitent à voter pour vous. Pourquoi ? Parce qu'ils disent finalement... On n'a pas vu les mêmes, là. Hein. Ah, oui, Non, je pense que c'est possible. Ça, je pense que c'est je vous possible. confirme. Parce que moi, Nos reportages ont documenté ça. Non, parce que je dis ça. Autant faut être humble, il y a des terrains qui sont très durs, autant à Sarcelles, mais d'ailleurs en termes d'attente, ce que j'ai vu sur le terrain, il faut Mais être elle très ne se humble. traduit pas forcément en vote, c'est ce qu'elle voulait vous dire. En termes de vote, il y a vraiment beaucoup d'hésitations, même. beaucoup de gens qui décident, qui vont s'abstenir au deuxième tour, malgré la menace que Marine Le Pen fait peser sur eux. En termes de discrimination, les jeunes dans ces quartiers, vous le savez, c'est depuis 20 ans, 30 ans, il y a des études là-dessus, les responsables politiques le savent très bien, les discriminations à l'emploi, à l'embauche, au logement, les accès à la formation qui leur sont plus fermés parce qu'ils n'ont pas la couleur de peau qui convient, parce qu'ils n'ont pas la bonne adresse, parce que la consonance de leur nom ne correspond pas à ce que l'employeur attend. Qu'est-ce que concrètement vous allez faire au-delà des déclarations d'intention pour faire... Je pense que sur ce sujet... Et qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui n'iront pas, qui a priori étaient partis pour ne pas voter pour vous, pour les faire revenir vers le vote ? On est à 1h30 de la fin de la campagne officielle. C'est vrai. Sur le sujet, je pense que j'ai l'un des programmes qui est les plus ambitieux. Là, je vous le dis. Alors là, la seule chose que j'ai refusée, on peut aller sur ce débat, hein, c'est sur les contrôles policiers. Les contrôles aux faciès. Aux faciès. Mais en termes de confiance, ça non, n'aide pas mais à je vais vous rétablir... dire, là, je peux y venir. Sur le plan économique et social, la plupart, ce sont des zones d'éducation prioritaire. 12 élèves par classe en CP-CE1 pour justement aider à la réussite scolaire.
Aucun autre candidat ne proposait un programme aussi ambitieux. Au passage, comment vous faites zones. pour faire en sorte que, concrètement, ça arrive très vite? C'est-à-dire qu'en fait, Dès il la va rentrée. falloir ouvrir 2 fois plus de classes. Donc il faut des moyens supplémentaires. Il faut des moyens supplémentaires qui sont prévus dans le schéma budgétaire, parce qu'il y a une partie entre 6 et 8 000 qui sont des redéploiements des postes qui sont en train d'être finis d'être créés, parce que les 60 000 sont en train d'être déployés, et 4 000 embauches. Donc, 4 000 embauches d'enseignants pour la rentrée, là? Alors, ils ne sont pas dès la rentrée, ceux-là, on y arrivera. Je ne pense pas, je suis prudent, si j'étais élu, mais je pense qu'on arrive quasiment en totalité dès la rentrée à mettre la réforme en place. Parce qu'il y a aussi des postes qui sont en train de se libérer, donc c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on fera très vite. On surveillera ça aussi. Oui. Non, mais mon objectif, c'est en tout cas, je garantis que dès la rentrée, cette réforme commencera et en quasi-totalité, elle sera déployée dès la rentrée. Et pourquoi sur le contrôle au faciès, qui est Alors quelque attendez, chose qu'on ça a c'est sur le plan documenté. scolaire. Ensuite, sur le plan de l'orientation, je mets du tutorat dès la fin de collège, des moyens du post-bac, parce que l'inégalité, elle se crée là, hein, même quand on a des diplômes pour avoir un job. 3, je généralise le testing à l'embauche, justement pour éviter la sélection sur le CV, anonyme, l'adresse, etc. Pas le CV anonyme dont tout le monde a conclu qu'il ne marchait pas, mais d'avoir ce que j'avais lancé avec Myriam El Khomri quand j'étais ministre et qu'elle était ministre, qui est les premières pratiques de testing pour la lutte contre la discrimination, généralisation, priorité de l'inspection du travail sur ces testings, pénalisation de la pratique et name and shame, pour parler en bon français, c'est-à-dire qu'on sort les entreprises qui sont les plus délinquantes sur ce sujet-là. Pour leur faire qui est le honte. truc Shame, ça veut qui est dire le honte. plus puissant. Je l'ai fait sur les délais de paiement, c'est extrêmement dissuasif. Donc ça, c'est très brutal en termes de lutte contre les discriminations sur le plan économique, je l'assume. Et dernier point, Les emplois francs. personne ne le fait, les emplois francs. Oui, sauf que l'expérimentation. Mais parce a que été l'expérimentation, je arrêtée. l'avais Après, proposé dans le délai interne. 250 Mais pourquoi? offres Parce d'emploi. que ça a été complètement surcontrait. Il y avait des critères d'âge de contrat, c'était impossible. Il fallait trouver le contrat pour pouvoir bénéficier de la chose. Donc Quand l'administration veut bloquer un vous allez truc, déverrouiller parce qu'il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de limite d'âge. C'est tout le monde qui vient d'un quartier politique de la ville, s'il a un CDI, il y a les 15 000 € pendant 3 ans. Il n'y a pas de contrainte. Parce que si on veut tuer quelque chose, il faut mettre des verrous partout, c'est parfait. Et donc ça n'a pas marché. Donc ça n'a jamais été fait. C'est très puissant parce que c'est un levier de la mobilité économique et sociale. Tout ce qu'on fait à l'égard de cette jeunesse, c'est de lui dire tu restes dans ton quartier. On cantonne, on assigne à résidence, comme je dis souvent. Là, c'est de dire on t'aide à en sortir si tu veux et à réussir. Et on le valorise. Bon. Enfin, sur le contrôle au faciès, je n'y crois pas une seule seconde. Le problème, c'est que... Vous ne croyez pas à quoi? Je ne crois pas du tout à l'efficacité de la mesure. Parce que quand D'abord, pour qu'on ne se méprenne pas, vous croyez à la réalité. Je dis crois juste totalement ça. à la Il y a réalité. une consoeur du New York Times est dans la salle. C'était un des premiers scoops de Mediapart avec le New York Times. Une enquête faite avec Open Society. C'est le quotidien des jeunes. Vous le savez, ça. Je crois totalement Et à la réalité. c'est une brutalité. C'est documenté. J'ai lu les livres et les statistiques établis sur le sujet par les spécialistes. Donc je ne remets pas du tout en cause la réalité. Je dis que ça ne changera rien à cette réalité dans le contexte actuel. Pourquoi ? Parce qu'il y aura du trafic au récépissé, parce que quand il y a ce niveau de violence, quand il y a ce niveau de défiance de part et d'autre, ça n'est pas un bout de papier qui change la chose. Donc, mettre la caméra portée dans les situations les plus chaudes, comme ça commence à être déployé, je souhaite le généraliser. Ça, oui, j'y crois, ça a une efficacité. Et ensuite, moi, je veux changer la culture, le mode de management et le recrutement dans la police. Le problème, pourquoi ça s'est développé ? En France, on forme tous les policiers à faire du contrôle d'identité. Qui est l'acte le moins justifié, le moins expliqué. Il y a une discrimination, elle existe dans la plupart des pays, cette discrimination. Le problème de la France, c'est qu'on a 2 à 3 fois plus de contrôle d'identité que chez les autres. C'est ça le cœur du problème que Rocher a montré et d'autres. Donc ce qu'il faut, c'est le baisser. Et ça, c'est du discernement, donc il faut former différemment. C'est pour ça que je propose de rouvrir au moins 2 écoles de police. Et on doit former différemment les jeunes policiers pour que l'acte principal quand on sort dans la rue, c'est pas le contrôle d'identité pour qui que ce soit. Deuxièmement, c'est mettre des policiers dans les quartiers difficiles qui soient plus expérimentés. Pareil pour l'éducation, comme on disait tout à l'heure. Et donc que le mode de recrutement, de valorisation dans la carrière ne soit pas le même qu'aujourd'hui. Tertio, c'est de créer cette police de sécurité quotidienne. On a beaucoup perdu parce qu'on a des policiers qui arrivent dans le quartier qui sont en mode intervention, mais qui ne connaissent pas les jeunes, qui n'ont pas construit un rapport de confiance, qui ne connaissent pas la population, les zones de tension, ceux qui sont justement ceux qui sont un problème. Et donc, en effet, on arrive, la pratique, ce qu'on nous a appris, on fait du contrôle. Donc, tout ça, c'est lié aussi à des zones où il y a beaucoup de tension, de criminalité. Et de l'autre côté, si on veut être juste, il faut voir aussi ce que dans ces zones-là, les policiers subissent. Moi, j'étais à Sarcelles, j'ai vu le commissariat. Il faut voir ce que les policiers subissent de caillassage, d'agression en bande et compagnie.
parce que c'est bien sympathique, on peut le dire ici, le contrôle aux faciès c'est abominable, mais parce qu'il y a un truc de tension qui sont dans ces zones. Donc là-dessus, formation, changement de la doctrine d'emploi, police de sécurité quotidienne, dans les zones les plus tendues, caméras embarquées et tolérance zéro. Pour vous contredire juste, est-ce que vous, aux affaires, vous savez que par exemple l'État français a été condamné pour des contrôles aux faciès qui se passaient du côté de la défense, il n'y avait pas de tension, on n'était pas à Sarcelles, et des jeunes courageux avec des avocats courageux. Mais ce qui nous a surpris, c'est que sous ce pouvoir-là, l'État a fait appel. Alors qu'il était condamné tout à fait légitimement sur des contrôles qui étaient illégitimes. Je ne connais pas le sujet en détail, donc aller dire qu'on s'engage à ne pas faire appel de manière générale, oui, parce qu'il y a des fois aussi où l'appel sert à quelque chose. Donc je ne prendrai pas de mesure générale. Par contre, je l'ai déjà dit et je le redis ici, je serai intraitable. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne mette pas en cause la hiérarchie policière quand il y a de manière évidente un problème. Donc il faut qu'il y ait les procédures judiciaires, mais il faut ensuite qu'il y ait une responsabilité policière et administrative quand il y a des comportements déviants. Merci Karine. Une dernière question, Mathieu, avant. Non, je crois que c'est à toi, Edouard. On arrive à la fin. Alors, puisque c'est à moi, juste, puisqu'on est sur la sécurité, c'est des petites questions de fin. Quand leverez-vous l'état d'urgence ? Vous avez parmi vos soutiens, vous l'avez cité tout à l'heure, Jean-Pierre Mignard, il a fondé le club Droit, Justice et Sécurité, qui rassemble à peu près tous les gens de défense des droits humains et des principes de droit, d'état de droit dans notre pays, dont la Commission consultative des droits de l'homme et d'autres, tous disent que cet état d'urgence permanent, qui est une exception française, doit être levé, qu'il est inefficace et qu'il ne fait que créer une sorte de tout sécuritaire qui ne cherche pas à nous protéger au bout du compte, mais plutôt à nous mettre en situation de tension. Je ne crois pas que ce soit l'état d'urgence qui nous mette en situation de tension si je suis parfaitement honnête. Je pense qu'au début, quand il y a eu beaucoup de perquisitions administratives, au début de l'état d'urgence, il y a eu de la tension dans certains quartiers. Ça n'est plus le cas. Donc je ne crois pas que ce soit ça qui mette en situation de tension. Je ferai le point avec les services de renseignement si je suis élu dès le début du quinquennat. Si il est avéré que ce que permet l'état d'urgence, à savoir justement ces perquisitions administratives, se justifie compte tenu de la menace et du niveau de risque, je le maintiendrai. S'il est avéré que ça ne sert plus à rien et qu'on est dans une situation où la surveillance des éléments les plus dangereux, les modes d'action hors d'état d'urgence sont aussi efficaces, je le suspendrai. Mais vous voyez bien ce que, pas de critère de principe. Ce que nous voulons dire. On est la seule grande démocratie qui met des militaires dans la rue, alors que là, c'est Sentinelle, c'est pas l'état d'urgence. Oui, mais c'est dans ce contexte, vous voyez, de plus en plus. Alors que les spécialistes du renseignement eux-mêmes, par exemple, M. Patrick Calvar, le directeur général de la sécurité intérieure, dit que cette réponse sécuritaire n'est que partielle, qu'on ne traite justement que l'urgence, qu'on ne traite pas le mal de fond. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'affichage qui n'est pas au cœur du problème. Si c'est pour des raisons d'affichage, je ne le garderai pas. Mais l'état d'urgence permet quelques interventions, je l'ai dit, dont les perquisitions administratives. Si les hors de tout contrôle de la justice, d'accord, dans un cadre limité lié à des terroristes. Bon. Si les services de renseignement compétents me disent qu'ils en ont besoin, je le maintiendrai. Je n'aurai pas d'autre réponse sur le sujet. Aussi, clairement, il n'y a pas toujours une pression politique très forte dans ce pays, surtout si vous voulez gouverner à gauche et à gauche et à droite. Je vais le formuler autrement. Sur le maintien de l'état d'urgence. Vous le suspendez. Vous arrêtez avec l'état d'urgence. Vous avez 15 jours après un attentat avec un fichier S qui était identifié, sur lequel on n'a pas pu faire une perquisition administrative, bon courage. Là, le pays, vous le tenez. Oui, justement. Donc ça veut dire qu'on ne lève jamais l'état d'urgence dans ce cas-là. Non, ça veut dire qu'il y a des gens compétents, qui ne sont ni vous ni moi, qui peuvent éclairer votre décision politique, qui savent la réalité à la fois de la menace et de ce dont ils ont besoin pour y répondre. Et que ces gens-là doivent éclairer la chose, et que je souhaite d'ailleurs qu'il y ait aussi un contrôle parlementaire sur ce sujet de manière régulière, parce qu'il faut éclairer la nation sur ce sujet. Mon souhait, c'est de sortir de l'état d'urgence, je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais ce qui aujourd'hui crée de la tension dans la société, c'est la menace terroriste, beaucoup plus que l'exercice de l'état d'urgence. Pour voir si ce ne sont que des paroles ou si ça va être concret, dans la diversité de notre peuple, dont vous parliez tout à l'heure, il y a une question qui a été très en résonance d'une de vos prises de position que vous avez faites en Algérie sur la colonisation comme crime contre l'humanité, que nous avons d'ailleurs ici à Mediapart approuvé, que Benjamin Stora, qui est le président de la Cité de l'immigration, qui est aussi ici, a approuvé par rapport à sa propre expérience d'historien. Question toute concrète,
si vous êtes élu président, quel est l'équivalent du fameux discours du Veldiv prononcé par Jacques Chirac, qui réconcilie la France avec un passé, ce que nous appelons la vérité de l'histoire et la réconciliation des mémoires? Allez-vous choisir la date, par exemple, du 8 mai, puisque le 8 mai, c'est à la fois la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais vous le savez, le moment où ceux qui sont venus au secours de la France, les troupes coloniales, 66% des troupes de la France libre, ont vu que leurs proches, leurs familles, c'est ce qui s'est passé dans le Constantinois, à Sétif et à Guelma, ont été violemment massacrés. Quel va être votre acte, votre moment, votre discours solennel pour qu'il n'y ait plus la concurrence des mémoires et que la France se réconcilie en regardant en face tous ces drames? Ce 8 mai-là serait mal choisi puisque je ne serais pas investi si j'étais élu. Mais de fait, je prendrai des actes forts et je porterai des discours forts sur cette période de notre histoire. Parce que ma conviction profonde, au-delà du rapport à la vérité et à l'histoire, que Benjamin Stora défend admirablement, vous l'avez rappelé, il y a une fracture dans la société qui s'est construite sur cet événement, mais qui touche d'ailleurs, je l'ai dit, ça touche une partie, les Français d'origine algérienne, les binationaux, les Algériens vivant en France, mais qui touche aussi les harkis, les rapatriés, les familles, les appelés, tout le monde, les anciens soldats. Et donc il y a plusieurs millions de Français qui sont concernés par cette histoire. Et qui nourrissent du ressentiment et qui structurent d'ailleurs du ressentiment politique qui aujourd'hui paralyse la France et qui paralyse nos quartiers. Et donc, quand on dit qu'on croit à la diversité d'un peuple, mais qu'on veut le réconcilier et qu'on veut lutter contre ce qui, dans la notion de multiculturalisme, appelle au communautarisme, on doit prendre ces actes forts. Donc je le ferai. Dernière question, Emmanuel Macron. Il se trouve que vous en avez parlé hier, Albi, évidemment, on pense tout de suite au discours à la jeunesse de Jean Jaurès. Avez-vous suffisamment conscience, au-delà des mots de campagne, combien ce quinquennat a blessé la jeunesse, y compris par des symboles? Rémi Fraisse, c'est la cause écologique. Adama Traoré, c'est la vie des quartiers populaires. Évidemment, les violences policières, le jeune Théo et d'autres, sans parler du quotidien. Vous vous souvenez de cette phrase? Vous n'étiez pas né, mais vous êtes jeune. Mais cette phrase qui résume ce que je veux vous poser comme question. Si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort. C'est ce que la jeunesse a vécu sous le gouvernement Valls et sous la présidence Hollande en grande partie, y compris dans les manifestations l'an dernier. Donc, qu'avez-vous à dire pour conclure, je dirais, à la jeunesse, y compris cette jeunesse qui n'est pas forcément tentée de voter ce soir? Je ne lui promets pas le bonheur, parce que c'est une promesse dangereuse. Et personne ne peut la tenir. L'engagement que je veux prendre, c'est qu'elle puisse être libre de choisir son avenir quel qu'elle soit. C'est celui d'éduquer, de former, de pouvoir choisir son destin dans la société. Et donc ce contre quoi je lutterai toujours, c'est en effet contre ceux qui frappent la jeunesse et contre ceux qui la bloquent. Qui lui disent qu'elle a une place assignée ou qu'elle a un destin déjà écrit. Parce que c'est aujourd'hui ce à quoi nous sommes rendus. Et quand la République en est là, c'est qu'elle a trahi ceux qui l'a fondée. La phrase était de François Mitterrand en mai 68.